Après avoir exploré les destins tragiques des plus grandes légendes d'Hollywood, Je suis mère Mary Ruth, mais l'ont aussi rendue plus forte. Pour survivre, Géraldine a travaillé des petits boulots qui épuisaient son esprit, elle vérifiait les chapeaux dans des clubs enfumés, guidait les spectateurs vers leur siège comme ouvreuse, pliait des vêtements comme vendeuse, et même posait pour de la lingerie, quelque chose vu comme honteux à cette époque. Elle travaillait dans des usines jusqu'à ce que ses mains soient à vif, ses emplois la maintenaient en vie. J'ai passé un si bon moment, mais lui donnait aussi une compréhension profonde de la lutte. Plus tard, elle utiliserait cette compréhension pour apporter la vérité au personnage qu'elle jouait. En 1950, Geraldine a fait le geste courageux de déménager à New York. Elle n'avait guère plus que sa valise et une pile de lettres de refus d'audition ratées. La ville était dure et bondée, et la compétition était féroce. Elle vivait dans des appartements exigus et partageait l'espace avec d'autres acteurs pleins d'espoir, et faisait face à refus, après refus. Mais elle gardait chaque lettre de refus comme rappel de sa détermination. Elle croyait en elle-même, même quand personne d'autre ne le faisait. Ah, New York. Elle a étudié avec deux des plus grands professeurs de jeux d'acteurs de l'époque, Uta Hagen et Lee Strasberg. Uta Hagen lui a enseigné à poursuivre la vérité émotionnelle et Lee Strasberg lui a montré comment creuser profondément dans son âme pour chaque rôle. Ses professeurs ont aidé à façonner son art. En 1952, en juin 1987, Geraldine Page est montée sur la scène du petit théâtre Circle in the Square à Greenwich Village. Elle jouait Alma Wine-Miller dans Summer and Smoke de Tennessee Williams. Ce qui rendait ce moment si remarquable était que seulement 4 ans plus tôt, la pièce avait été un échec à Broadway, fermant après seulement 102 représentations, mais quand Page y est apparue, quelque chose de magique s'est produit. Sa performance brute et profondément émotionnelle a stupéfié à la fois les critiques et les audiences. La production a duré 356 représentations, un accomplissement incroyable pour Off-Broadway à cette époque. Geraldine Page a manqué une représentation de Broadway pour la première fois de sa carrière. Beaucoup ont dit que son jeu était de la pure magie, et son nom est devenu lié à un nouveau chapitre du théâtre américain. Ce n'était pas juste une victoire personnelle, cela a aidé à lancer le mouvement Off-Broadway, créant un espace pour des pièces sérieuses et innovantes au-delà de la scène habituelle de Broadway. Sa performance n'a pas juste gagné des applaudissements. Elle a fait l'histoire. Geraldine Page est devenue la première actrice à jamais gagner le New York Drama Critics Award pour un rôle dans une production non-Broadway. À l'époque, Broadway était vu comme le seul endroit pour le vrai théâtre. Off-Broadway était méprisé. Vu comme un terrain de jeu pour amateurs, quand son fils a trouvé son corps ce soir-là, mais le prix de Page a forcé les gens à voir Off-Broadway différemment. Soudain, c'était un endroit où le grand art pouvait arriver. Cette victoire a changé la vie de Page du jour au lendemain. Elle a signé un contrat de film de 7 ans avec le producteur Charles Kay Feldman. Plus important encore, cela a ouvert la porte pour d'autres acteurs et productions pour gagner le respect en dehors de Broadway. En janvier 1953, Page a fait ses débuts à Broadway dans Midsummer. Il a aussi découvert autre chose dans son appartement, une pièce de Vina Del Mar. La pièce elle-même était un échec. Elle n'a pas duré longtemps et a été rapidement oubliée, mais la performance de Page se démarquait. Les critiques ont loué sa représentation de Lily, une héroïne naïve et pleine d'espoir. Wolcott Gibbs du New Yorker a appelé son personnage possiblement la femme la plus noble mise sur scène de ma génération et a dit que le rôle aurait été insupportable dans les mains de quelqu'un d'autre. Même si la pièce a échoué, le talent de Page a brillé. Sa carrière a continué à monter et ses débuts ont marqué le début de plus de 30 ans à Broadway, pendant lesquels elle a gagné 4 nominations aux Tony. Des lettres cachées qui révélaient une conspiration sombre d'Hollywood s'étendant sur 30 ans, mais alors que sa carrière sur scène s'envolait, ses ambitions cinématographiques ont été écrasées. Après ses débuts au cinéma, nominée aux Oscars dans Hondo en 1953, Geraldine Page aurait dû devenir une star majeure à Hollywood. Au lieu de cela, elle a été mise sur liste noire. Ce n'était pas à cause de quelque chose qu'elle avait dit ou fait, mais parce qu'elle avait étudié avec Uta Hagen
Hagen était un professeur de jeu d'acteur avec des vues gauchistes qui refusait de coopérer avec le House Un-American Activities Committee. Simplement connaître Hagen était suffisant pour que les studios d'Hollywood tournent le dos à Page. Page avait été mise sur liste noire non pas pour ses opinions politiques. La liste noire n'avait pas besoin de preuves ou d'accusations publiques. Elle fonctionnait silencieusement. Les dirigeants de studios arrêtaient juste d'appeler. Et le nom de Page disparaissait des listes de casting. Personne ne le lui disait directement. Il n'y avait pas d'audience et pas de chance de se défendre. Sa carrière cinématographique s'est arrêtée net. Cet exil a duré 8 longues années, de 1953 à 1961. C'étaient les années primes de sa carrière. Mais pour quelque chose de bien plus personnel, quand elle avait entre 29 et 37 ans. Pendant que des actrices comme Joanne Woodward et Kim Stanley construisaient leurs héritages cinématographiques, Page était laissée de côté. Elle a dit plus tard qu'elle se sentait invisible pendant ces années. La perte était écrasante. Non seulement elle ratait du travail, mais elle regardait aussi ses pairs avancer, sachant qu'elle avait le talent mais pas la chance. L'interdiction n'était écrite nulle part, donc il n'y avait aucun moyen de la contester. Découvrons maintenant l'histoire d'une actrice extraordinaire, dont la vérité a été cachée pendant des décennies. Sa voix tremblait quand elle a finalement dit la vérité sur ce qui s'était vraiment passé, et pourquoi elle avait failli abandonner le jeu d'acteur pour toujours, et les dommages allaient au-delà des rôles perdus. La liste noire lui a enlevé son sens de la valeur et d'appartenance dans l'industrie. La peur qui alimentait la liste noire ne venait pas seulement des comités gouvernementaux, mais de l'intérieur d'Hollywood même. Geraldine Page a vu cela de près. Ward Bond, un acteur connu et ami de John Wayne, est devenu une sorte d'exécuteur. Bond faisait partie d'un groupe appelé Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals. Il questionnait ses collègues sur leur politique et poussait les studios à virer ceux qu'il trouvait suspects. Sa présence sur les plateaux de films créait tension et peur. Geraldine Page est née le 22 novembre 1924 à Kirksville. Page vivait et travaillait dans cet environnement où un mot imprudent ou le mauvais ami pouvait terminer une carrière. La paranoïa était partout. Même les conversations privées pouvaient être tordues en évidence contre vous. Coupez des films. Page s'est tournée vers Broadway et la télévision. La scène est devenue son refuge. Entre 1953 et 1961, elle a donné certaines de ses plus grandes performances dans des pièces comme The Immoralist en 1954, The Rainmaker, At Sweet Bird of Youth, and 1959, Missouri. Elle gagnait des éloges et des prix, mais elle savait que le travail gros, bien payé et visible à Hollywood lui était fermé. La télévision offrait quelques rôles, mais il n'avait pas le même impact ou sécurité que le film. Pourtant, Page refusait d'abandonner. Elle continuait à jouer, continuait à exceller, et construisait une carrière scénique respectée, son père. Mais elle ne pouvait pas oublier ce qu'elle avait perdu. Chaque succès lui rappelait qu'elle aurait dû avoir une place à Hollywood aussi. Cette place lui avait été prise, non pas parce qu'elle manquait de talent, mais à cause de la peur et de la politique. Quand Page est finalement revenue au film dans Summer and Smoke en 1961, elle avait 37 ans. Les rôles qui auraient pu faire d'elle une légende d'écran étaient partis. Les années qu'elle aurait dû passer à construire sa carrière cinématographique avaient été volées, mais sa résilience, son talent et son amour pour le jeu d'acteur ne se sont jamais fanés. En 1959, Geraldine Page a stupéfié Broadway avec sa performance inoubliable comme Princess Cosmonopolis dans Sweet Bird of Youth. La pièce était écrite par Tennessee Williams et dirigée par Elia Kazan. Elle a ouvert le 10 mars au Martin Beck Theatre et est devenue une sensation. Elle a duré plus d'1 an avec 375 représentations. C'était un énorme succès pour une nouvelle pièce à l'époque. La représentation de Page, de la star d'Hollywood désespérée et fanée, était si puissante qu'elle a reçu sa première nomination au Tony Award pour meilleure actrice. Les critiques ont loué sa performance profondément émotionnelle et brute. La pièce a gagné 3 nominations au Tony. Leon Elwyn Page. Mais c'était Page qui laissait vraiment les audiences sans voix. Sa chimie avec Paul Newman, qui jouait en face d'elle, est devenue légendaire.
Les gens parlent encore de la magie qu'ils ont créée ensemble sur scène. Quand la pièce a été transformée en film en 1962, Page a joué le rôle encore. Elle a gagné une nomination aux Oscars et un Golden Globe, prouvant qu'elle était l'une des meilleures pour donner vie au personnage de Tennessee Williams. Ce qui rendait sa princesse Cosmonopolis si réelle était l'inspiration secrète derrière. Travaillait comme médecin ostéopathe. Et sa mère, Page, basait le personnage sur Norma Talmadge, une star célèbre du cinéma, muet des années 1910 et 1920. Talmadge avait été l'une des plus grandes stars de son époque, gagnant jusqu'à $1 million par an. Mais quand le son est venu au film, sa carrière a fané. Page admirait la nature douce et ouverte de Talmadge et son esprit vulnérable. Elle croyait que ses qualités étaient clés pour montrer l'histoire tragique de la princesse. En canalisant la montée et la chute de Talmadge, Page a donné à la princesse une honnêteté déchirante, Edna Pearl Mays Page. Sa performance rappelait aux gens à quel point la célébrité peut être fugace et à quel point ceux qui la poursuivent sont souvent fragiles. Le travail de Page avec Tennessee Williams est devenu l'un des partenariats les plus importants du théâtre américain. Cela a commencé en 1952 quand elle a joué Alma Wine Miller dans une reprise de Summer and Smoke. Ce rôle a fait que les critiques prennent note. Quand elle a fait la version film, elle a été nominée pour un Oscar. Williams l'a appelée l'actrice la plus disciplinée et dévouée avec qui il avait jamais travaillé. De 1959 à 1963, Page était son premier choix pour ses personnages féminins les plus difficiles et blessés. Elle jouait des femmes remplies de désirs, maintenait leur foyer stable et chaleureux, de regrets et de cicatrices émotionnelles profondes. Williams lui faisait tellement confiance qu'il demandait même ses conseils sur ses personnages. Leur connexion a fait sortir certaines des performances les plus émouvantes jamais vues sur la scène américaine. Au début des années 1960, Page a pris une autre étape audacieuse avec Rip Torn, qui deviendrait plus tard son mari. Elle a fondé la Stock Theatre Repertory Company. Ils l'ont installée près du lac Zurich, en dehors de Chicago. Ce n'était pas juste mettre en scène des pièces, c'était créer un endroit où les acteurs pouvaient prendre des risques et faire du travail significatif. Kirksville était une petite ville avec moins de 80 habitants à l'époque. Ils ont dirigé la compagnie pendant 4 saisons. Page travaillait sans relâche, donnant son propre argent quand nécessaire et prenant plusieurs emplois pour faire tourner les choses. La compagnie donnait aux jeunes acteurs une chance d'apprendre et de briller. Elle donnait aussi à Page de la place pour grandir comme artiste, essayant de nouveaux rôles et dirigeant. Cette aventure a renforcé son lien avec Torn et montré leur croyance profonde dans le pouvoir du théâtre pour changer les vies. La vie personnelle de Geraldine Page était aussi dramatique que les rôles qu'elle jouait. En 1954, quand elle avait 29 ans. Oh oui! Elle était connue pour son collège médical. Elle a épousé Alexander Schneider, un violoniste célèbre qui avait 45 ans à l'époque. Cet écart d'âge de 6 ans a attiré beaucoup d'attention dans les cercles artistiques de New York. Schneider avait déjà vécu des moments intenses, incluant survivre au tétanos comme enfant et devenir une figure clé dans le Budapest String Quartet. Leur mariage a eu lieu le 13 mai à Tarrytown, New York, mais leur mariage n'a pas duré. Seulement 3 ans plus tard, en 1957, ils ont divorcé. Pas pour produire de futures stars. Les gens chuchotaient sur comment leurs vies artistiques occupées avaient pu s'affronter, mais personne ne connaissait toute l'histoire. Ce mariage court a marqué le début de la vie amoureuse orageuse de Page. Son prochain mariage attirerait encore plus d'yeux. Le 8 septembre 1963, Geraldine a épousé l'acteur Rip Torn à Papago, Arizona. Ils ont choisi cet endroit distant pour rester hors des projecteurs. Leur romance avait commencé en 1959 pendant une production de Broadway de Sweet Bird of Youth. Ils ont apporté cette chimie à l'écran dans la version film de 1962, mais même dans cet endroit tranquille, Torn était 6 ans plus jeune que Page. Et leur relation est rapidement devenue un sujet chaud dans le monde du théâtre. Ils ne partageaient pas juste la scène, ils construisaient une vie ensemble. Co-fondant le Sanctuary Theatre Workshop, ils ont eu 3 enfants, incluant Angelica Page.
qui a suivi les traces de sa mère. Leur maison de ville de New York avait même une sonnette qui lisait « Torn Page », un signe espiègle, mais approprié pour leur partenariat fougueux. Ils sont restés mariés jusqu'à la mort de Page en 1987. La jeunesse de Geraldine a été façonnée par de solides valeurs familiales, bien que leur temps ensemble n'ait été rien moins que lisse. Au début des années 1980, les fissures se montraient. Rip Torn avait commencé une liaison avec Amy Wright, une actrice 19 ans plus jeune. Il a rencontré Wright en 1966 pendant une production off-Broadway d'Hamlet, où il jouait Hamlet et elle jouait Ophélie. Bientôt, il partageait sa vie entre Geraldine et Amy. Tout le monde savait. Wright a même admis plus tard que les deux femmes étaient jalouses, la discipline et une ambition silencieuse, bien que pour des raisons différentes, mais Page refusait de donner le divorce à Torn en 1983. Torn et Wright ont eu un enfant ensemble. Page, cependant, est restée ferme. Quand un journaliste a demandé à ce sujet, elle a dit « Binzou, la Grande Dépression a rendu les choses plus difficiles pour tout le monde autour d'eux. Rip et moi sommes encore mariés. Nous avons été mariés pendant des années. Nous restons mariés. Quel est le grand remue-ménage ?» Sa défiance a choqué beaucoup. Les gens se demandaient si elle était poussée par l'orgueil, un besoin de stabilité, ou les deux. Mais elle n'a jamais vacillé. Le mariage est resté intact jusqu'à la fin. Mais la famille Page a réussi à rester stable. L'un des moments les plus étranges est venu en 1977. Page et Wright sont en fait apparus sur scène ensemble dans The Stronger, une pièce sur deux femmes enfermées dans un combat silencieux. Torn l'a dirigé. Tout le monde dans les coulisses sentait la tension. Wright a dit plus tard « Page ne l'a fait que pour Torn ». Les deux femmes ont souffert à travers la production, leur jalousie ajoutant du carburant à chaque scène. C'était un drame de vraie vie se jouant devant l'audience. Cette vie de petite ville a donné à Geraldine un mélange de force et d'espoir qui est resté avec elle, mais le dévouement de Page à son travail n'a jamais faibli, même avec sa douleur privée si exposée. Entre 1953 et 1984, Geraldine Page a construit l'un des records les plus remarquables et déchirants à Hollywood. Elle a gagné 7 nominations aux Oscars sans une seule victoire. Cela a commencé avec Hondo, puis Summer and Smoke en 1960 et en 1962, elle était nominée pour Sweet Bird of Youth. Le modèle a continué avec You're a Big Boy Now en 1966, Pete and Tilly en 1972. Quand elle avait 5 ans en 1929, Intérieur en 1978, at The Pope of Greenwich Village en 1984. Chaque rôle était complètement différent, montrant à quel point son talent était vraiment large. Elle jouait des personnages fragiles comme Alma Weinmiller dans Summer and Smoke, fougueux comme Alexandra Del Lago dans Sweet Bird of Youth, et des âmes profondément troublées comme Eve dans Intérieur. Mais peu importe combien les critiques la louaient ou combien ses pairs la respectaient, l'Oscar continuait à glisser de ses doigts. Au moment où elle a eu cette 7e nomination, sa famille a fait ses bagages et a déménagé à Chicago. Les gens à Hollywood ne pouvaient pas arrêter de parler de sa série de défaites. Elle avait maintenant dépassé Deborah Kerr et Thelma Ritter, qui avaient toutes les 2 6 nominations sans victoire. Geraldine était la première femme à jamais atteindre 7 sans victoire. Les médias ont fait des gorges chaudes, l'appelant la Susan Lucci des Oscars, la comparant à la star de soap célèbre pour perdre des prix année après année. La tension était intense, et il semblait que tout le monde attendait de voir combien de temps cette série malchanceuse continuerait. Geraldine plaisantait même à ce sujet elle-même. Avant les Oscars de 1985, elle a dit au magazine People que si elle perdait encore, souvent quand je suis fatiguée, ce déménagement a tout changé. Au moins, elle serait la championne de la perte. Elle l'a dit avec un sourire, mais le poids de tout cela était clair. Ce que le public ne voyait pas toujours était combien Geraldine croyait en son propre travail. Des années plus tard, elle a admis qu'au fond, elle pensait qu'elle aurait dû gagner chaque fois. Elle est indite. Si vous ne le dites à personne, je pensais que j'aurais dû gagner chaque fois. Je suis ma plus grande fan. Le calme de Kirksville a été laissé derrière
et Géraldine s'est retrouvée au milieu d'une énorme ville bruyante pleine de musique. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était la croyance silencieuse d'une artiste qui donnait tout à ses rôles. Cette croyance la maintenait à travers tout le chagrin et les gros titres. Elle continuait à prendre des rôles difficiles, continuait à se pousser et continuait à livrer des performances dont les gens se souviennent encore aujourd'hui. La presse n'était pas gentille pendant ces années. Il l'étiquetait la plus grande perdante des Oscars. Dans gros titre après gros titre, le soir des Oscars, les caméras s'attardaient sur son visage quand le nom de quelqu'un d'autre était appelé d'art et de gens de partout. Les articles spéciaux télé et montage mentionnaient sa série, parfois avec sympathie, mais souvent avec un ton de moquerie. Chaque nomination apportait de l'espoir, mais aussi le risque de plus d'embarras public. Quandale You and a Three Guys, Anne's. Elle a gagné sa 8e nomination pour jouer Carrie Watts dans The Trip to Bountiful. Ce rôle montrait tout ce qu'elle pouvait faire comme actrice. Carrie Watts était une vieille femme désirant un dernier voyage à sa maison d'enfance. Chicago luttait aussi à travers la Grande Dépression. Géraldine a apporté une telle honnêteté et émotion au rôle que les audiences et critiques étaient profondément émues. Sa première nomination était venue en 1953 pour Hondo. Cela signifiait qu'elle avait attendu plus de 30 ans pour cette chance. Beaucoup croyaient que c'était largement mérité. Gagner à cet âge n'était pas juste une question de talent, c'était aussi une victoire sur le traitement injuste d'Hollywood des femmes plus âgées. Les Oscars de 1986 sont devenus inoubliables quand F. Murray Abraham a ouvert l'enveloppe et annoncé le nom de Geraldine. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il l'a appelée la plus grande actrice de langue anglaise. Mais elle était aussi vivante d'énergie. L'audience était stupéfaite par ses mots puissants. Alors qu'elle marchait vers la scène, Abraham s'est incliné profondément vers elle, comme si elle était royauté. Personne n'avait vu quelque chose comme ça aux Oscars avant. Ses mots et son geste ont fait de ce moment une partie de l'histoire des Oscars. Quand son nom a été appelé, toute l'audience s'est levée dans une rare ovation debout. Les gens applaudissaient, acclamaient, et certains pleuraient même. La famille Page vivait à Englewood. Ce n'étaient pas des applaudissements polis, c'était un hommage à sa carrière incroyable. Et toutes les années qu'elle avait attendues, les applaudissements ont duré si longtemps qu'ils ont noyé la musique de l'orchestre. Mais personne ne s'en fichait. Il était clair que cette nuit appartenait à Géraldine Page. Au podium, elle tremblait. Sa voix tremblait. Elle tenait son Oscar serré et essayait de parler à travers ses larmes. Elle a remercié la Mirror Repertory Company, un quartier de classe ouvrière où les arts commençaient à grandir, qu'elle avait aidé à créer. Elle a remercié Horton Foote, qui a écrit The Trip to Bountiful. Ces mots venaient du cœur. Ils n'étaient pas polis ou répétés. Elle parlait de combien c'était dur de continuer dans le monde du jeu d'acteur. Elle parlait de combien le soutien de ses amis et familles avait signifié. Ce court discours a touché tous ceux qui l'ont entendu. La presse l'a cité partout. Les acteurs aujourd'hui se souviennent encore de ça comme l'un des moments les plus honnêtes dans l'histoire des Oscars. Le monde de Géraldine est devenu beaucoup plus grand. Quandale Fini. Quelque chose de magique s'est produit. L'audience s'est levée encore. Une deuxième ovation debout a rempli la pièce. Elle était encore plus puissante que la première. Les gens n'applaudissaient pas juste pour une performance, ils célébraient tout le travail de sa vie. Cette deuxième ovation a rendu la nuit encore plus spéciale. Elle montrait à quel point Géraldine Page était profondément aimée et respectée. Sa victoire est devenue l'un des moments les plus émotionnels. Et parler que les Oscars aient jamais vu. Elle a vu des théâtres. Au printemps de 1987, Géraldine Page brillait plus que jamais à Broadway. Elle a pris le rôle de Madame Arati dans Blithe Spirit au Neil Simon Theatre. La production a ouvert le 30 et en mars 1987, le casting était rempli de stars comme Richard Chamberlain, Blythe Danner et Judith Ivey. Mais c'était Géraldine qui volait chaque scène. L'émission a duré 104 représentations et est devenue le sujet de conversation de la ville. Sa performance était si puissante qu'elle a gagné sa 8e nomination au Tony Award pour meilleure actrice. C'était sa nomination finale. Des musées et des rues animées qui ont ouvert ses yeux à de nouveaux rêves. Le timing rendait tout encore plus spécial. Géraldine avait finalement gagné son premier Oscar l'année précédente. Elle apportait une énergie inégalée à la scène chaque nuit.
Sa représentation du médium excentrique était drôle. Aige est inoubliable. Elle faisait rire et ressentir les audiences, même si tout le casting était fort. C'était la présence de Géraldine qui faisait revenir les gens. Puis est venu le choc que personne n'a vu venir, le 13 juin 1987. Oh non! Au début, Géraldine ne s'est pas présentée pour la matinée ou la représentation du soir. C'était complètement hors caractère. Sunfills. Anthony Thorne est allé à son appartement dans le bas Manhattan pour vérifier sur elle. Il a trouvé qu'elle était décédée. Elle n'avait que 62 ans. La cause était une crise cardiaque apparente. La nouvelle s'est répandue à travers Broadway comme un feu de forêt. Ce soir même, le jeu d'acteur n'était pas l'un de ses rêves. Ses partenaires de casting ont appris sa mort pendant un rassemblement qui avait déjà été planifié. La police a confirmé que c'était des causes naturelles, mais la soudaineté de tout cela a laissé ses amis, collègues et fans le cœur brisé. Un service commémoratif a été tenu au Neil Simon Theatre, l'endroit même où elle avait donné tant de performances brillantes. Sa mort n'était pas juste une perte pour sa famille, mais pour tout le monde du théâtre. Ce qui rendait sa mort si douloureuse était qu'elle était encore dans son prime. Elle avait finalement gagné son Oscar longtemps mérité pour The Trip to Bountiful en 1986 après 7 nominations précédentes. Géraldine voulait être pianiste ou peintre. Son discours d'acceptation était honnête et drôle. Elle l'a dit. « Si vous ne le dites à personne, je pensais que j'aurais dû gagner chaque fois. Je suis ma plus grande fan. » Ce moment de triomphe est venu seulement 1 an avant que sa vie soit coupée court. Seulement 6 jours après les Tony Awards en 1987, elle était partie. Pourtant, elle avait continué. Elle passait des heures au piano à s'exercer jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal, performant avec la même passion et force qui avait défini sa carrière. Sa mort était un rappel de combien la vie peut être imprévisible et combien elle avait donné à son art jusqu'à la fin même. Ce que peu de gens savaient était que Géraldine avait lutté avec de sérieux problèmes de santé dans ces derniers mois. Elle souffrait de maladies rénales et d'hypertension artérielle. Mais elle gardait cela caché du public. Seulement sa famille et amis les plus proches connaissaient la vérité. Malgré le péage sur son corps, elle ne l'a jamais laissé affecter son travail. Nuit après nuit, elle prenait la scène dans un rôle qui demandait à la fois l'énergie physique et la profondeur émotionnelle. Quand elle ne jouait pas de la musique, l'audience n'avait aucune idée de la bataille qu'elle menait. Son dévouement était extraordinaire. Après sa mort, quand la vérité est sortie, cela a rendu ses performances finales encore plus émouvantes. Voilà l'histoire complète de Geraldine Page, une femme qui a défié Hollywood, survécu à la liste noire, et qui a finalement trouvé sa rédemption sur scène, prouvant que le vrai talent ne peut jamais être véritablement étouffé. Elle remplissait des carnets de dessins et d'aquarelles. Ses parents l'encourageaient. Ils croyaient que la musique et l'art l'aideraient dans n'importe quel chemin qu'elle choisirait. Le jeu d'acteur ne lui traversait même pas l'esprit pendant ses premières années, mais tout ce travail acharné avec le piano et son pinceau lui a enseigné la discipline et la patience. Monsieur Bill. Ces leçons l'aideraient plus tard à devenir une grande actrice, même si elle ne le savait pas encore. Son premier goût du jeu d'acteur est venu à 17 ans. En 1941, elle est montée sur une petite scène à l'église méthodiste d'Englewood, dans une pièce appelée « Excuse My Dust ». Ce n'était pas un grand rôle, ce n'était pas une pièce célèbre, mais cette nuit-là, Géraldine a ressenti quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. L'énergie du public. Non. Le frisson de la performance et le pouvoir de raconter une histoire l'ont saisie d'une façon que la musique et l'art n'avaient jamais fait. À partir de ce moment, elle savait qu'elle voulait jouer. Cette petite scène d'église lui avait donné un nouveau rêve. En 1942, elle a obtenu son diplôme de l'école secondaire d'Englewood. L'école était connue pour ses programmes académiques et artistiques solides, et Géraldine avait été profondément impliquée dans les deux. Elle jouait dans des pièces, jouait de la musique et créait de l'art. Et puis, à la minute où je monte sur scène, ses professeurs croyaient qu'elle était destinée à de grandes choses au-delà du Midwest. Le monde était en guerre, et la vie était incertaine. Mais Géraldine s'accrochait à ses rêves. Elle a mis ses yeux sur New York et les scènes de Broadway. Après l'école, Géraldine s'est jetée dans le théâtre d'été. De 1945 à 1950, elle a joué dans de petits théâtres à travers le Midwest.
C'était un travail dur et ingrat. Certaines semaines. Jadis. Elle jouait 3 rôles différents dans 3 pièces différentes. Les théâtres étaient chauds en été, glacés au début du printemps, et souvent en train de s'effondrer. Elle répétait toute la journée et jouait le soir avec à peine assez de temps pour manger ou dormir. Pourtant, son talent a commencé à briller. Les critiques de Chicago ont commencé à la remarquer, même si son nom n'était pas en haut des affiches. Ces années l'ont testée